Au sommaire de ce journal, au moins 86 morts, dont 60 élèves et 8 rescapés. C'est le bilan provisoire d'un nouveau naufrage qui endeuille la République démocratique du Congo. Une embarcation motorisée a chaviré au confluent de la rivière Ntsolo et de la grande rivière Baringa dans le territoire de Bassankousou, dans la province de l'Équateur. Incident à l'aéroport international de Ndjili, une panne d'électricité a perturbé le bon atterrissage de l'avion présidentiel. On fait le point dans ce journal avec cette grande question, qui est le coupable? Pendant ce temps, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté ce vendredi la déclaration de New York, un texte visant à donner un nouveau souffle à la solution à 2 États au Proche-Orient, l'un israélien, l'autre palestinien, mais en excluant sans équivoque le Hamas. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous. À la une de l'actualité, un nouveau naufrage endeuille la République démocratique du Congo. Au moins 86 personnes, en majorité des élèves, ont trouvé la mort dans le naufrage d'une embarcation motorisée au confluent de la rivière Ntsolo et de la grande rivière Baringa dans le territoire de Bassankousou, dans la province de l'Équateur. Le bateau baptisé Bokenda avait quitté le secteur de Waka et se dirigeait vers le centre de Bassankousou lorsqu'il a chaviré. 8 rescapés ont pu être secourus grâce à l'intervention rapide de riverains. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Et puis, cette bonne nouvelle pour les élèves, pas de grève sur toute l'étendue du territoire national. Les enseignants sont appelés à leur poste de travail. Cette décision fait suite au dialogue social prôné par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, à travers le ministère sectoriel. D'après l'intersyndicale nationale des enseignants qui livre cette information, le gouvernement a fini par démontrer sa bonne foi de répondre favorablement aux revendications des enseignants. Suivez. Après avoir lancé un préavis de grève sur toute l'étendue de la République, l'intersyndicale des syndicats des enseignants de la RDC revient à la raison. Ces derniers suspendent leur mouvement qui s'inscrit dans le cadre du dialogue social prôné par les présidents de la République à travers le ministre d'État en charge de l'éducation, Godefroid Matondo, président et porte-parole. Quant à la question liée aux augmentations salariales des enseignants, les présidents et porte-parole expliquent tout en confirmant la participation de la représentation des syndicats provinciaux dans cette mission d'identification. Il a été convenu de se conformer à la recommandation de Bibois août 2024 relative à l'organisation d'une mission d'identification des enseignants en vue de récupérer les salaires des fictifs et des faussaires afin de renforcer l'enveloppe salariale des enseignants et contribuer à la paie des nouvelles unités et des enseignants non payés. Pour ce faire, l'intersyndicale des syndicats de l'éducation recommande à tous les enseignants de reprendre les services dès ce lundi 17 septembre. L'intersyndicale recommande à tous les agents et cadres du ministère œuvrant au secrétariat général, à l'inspection générale, à la DINACOPé, au bureau gestionnaire au niveau provincial et local, ainsi que dans des écoles, de reprendre les services dès ce lundi 15 septembre 2025, afin de faciliter la mission de contrôle qui se pointe à l'horizon et de sauver notre système éducatif. Il se signale que l'intersyndicale a par ailleurs félicité tous les enseignants qui ont observé le mot d'ordre en dépit de toute intimidation de certains gestionnaires et déclarations populistes de certains syndicalistes qui ont choisi la voie de la trahison alors que le combat c'est pour défendre les intérêts des enseignants et non des intérêts personnels. Dossier incident à l'aéroport international de Ndjili, on en parle encore. Le commandant de cet aéroport a été suspendu pour raison d'enquête par le directeur général de la régie des voies aériennes après le retard d'atterrissage connu par l'avion présidentiel suite à une panne survenue affectant la communication entre la tour de contrôle et plusieurs aéronefs à destination de Kinshasa. Les responsabilités sont partagées. Cette grande question se pose. Qui est le coupable? Crispin Chibinkoufoua revient sur les faits dans cet élément. L'incident survenu dans la nuit du mercredi 10 à jeudi 11 septembre 2025 à l'aéroport international d'Ndjili, à quelques minutes de l'atterrissage de l'avion présidentiel,
au bord duquel s'est trouvé le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et remet sur la table la question cruciale de la méritocratie en République démocratique du Congo. Sur base de quels critères devient-on président d'un conseil d'administration, directeur général d'un portefeuille de l'État ou encore gestionnaire d'un grand service d'intérêt public? À cette question, une autre plus pédagogique s'ajoute et mérite amplement une réponse beaucoup plus explicite. Qui faut-il blâmer? Et si le pire était arrivé? Et cet incident, que l'on peut qualifier de gravissime, révèle finalement les calvaires que vivent des milliers de personnes qui passent par cet aéroport chaque année. Revenons aux faits. Dans la nuit du mercredi à jeudi 11 septembre, une coupure d'électricité d'envergure à l'aéroport d'Indili a affecté la communication entre la tour de contrôle et plusieurs aéronefs à destination de Kinshasa, provoquant leur diversion vers l'aéroport de Brazzaville Maya-Maya. Cette situation a affecté aussi l'avion présidentiel dont l'atterrissage a connu les retards de plus de 40 minutes. Cet avion revenait d'Alaska où le chef de l'État Félix Tshisekedi était en visite de 48 heures. Et c'est par miracle que le pilote a réussi à poser son appareil sans incident. Cherchant qui blâmer en urgence et peut-être pour sauver sa peau, le directeur général a suspendu le commandant de l'aéroport d'Indili à qui il reproche de n'avoir pas respecté ses instructions concernant l'achat d'un inverseur de charge et d'avoir maintenu en service un technicien jugé incompétent, lequel n'aurait pas appliqué les protocoles prévus pour activer les dispositifs de secours. Pendant que plusieurs autres travailleurs ont été interpellés, le président du conseil d'administration de la RVA, Kinké Mulumba, a mis en place une équipe d'enquêteurs constituée d'administrateurs de la régie avant toute décision concernant ces dossiers. Mais de toute évidence, la situation en Dili traduit en quelque sorte la manière dont plusieurs entreprises de l'État sont gérées. Mais en fin de compte, qui faut-il blâmer? Les commandants de l'aéroport d'Indili, les DG ou les PCA de la RVA, les DG de la SNEL, le ministre de l'Énergie ou encore le vice-premier ministre, ministre des Transports Jean-Pierre Bemba, dont les rôles semblent échapper au commun des mortels? Toutes ces questions méritent des réponses. Et puis, le ministre de l'Emploi et du Travail, Ferdinand Massamba, a accueilli ce vendredi une importante délégation conduite par le ministre d'État en charge de plan, venu avec les membres de la cellule du climat des affaires en vue d'un briefing sur l'appropriation et l'utilisation d'un outil de suivi et évaluation des réformes gouvernementales. Regardez. Améliorer le climat des affaires pour renforcer la confiance des investisseurs, tel est l'enjeu qui a réuni ce vendredi 12 septembre le ministre d'État, ministre du Plan, Guilain Nyembo, et son collègue de l'Emploi et Travail, Ferdinand Massamba. C'était à l'occasion d'un briefing organisé au ministère de l'Emploi et Travail en présence des animateurs de la cellule du climat des affaires. Au menu des échanges, l'appropriation et l'utilisation d'un outil destiné à guider la mise en œuvre des réformes, notamment dans le secteur de l'emploi et du travail. Cet instrument doit servir de boussole au ministre Ferdinand Massamba dans le cadre du suivi et évaluation des assignations reçues du gouvernement. Les points focaux des deux ministères étaient également présents pour appuyer ce travail de suivi et d'accompagnement. Un travail d'une importance capitale, a dit le ministre d'État. Nous avons besoin du secteur privé qui nous accompagne dans notre plan de développement de notre République. Nous avons des grands investissements que nous devons mettre à l'œuvre et nous avons besoin que le secteur privé nous accompagne. Et pour cela, c'est notre travail de faire en sorte que l'environnement le permette. Et le contexte aussi, vous le savez, on parle beaucoup des questions de négociation et d'autres investisseurs qui viendront d'ailleurs, des États-Unis ou d'autres pays encore. Satisfait à l'issue de cette rencontre, le ministre de l'Emploi et du Travail a salué une démarche qui cadre parfaitement avec la vision qu'il s'était fixée dès son entrée en fonction. En rapport avec l'activité d'aujourd'hui, je me sens le plus concerné. Pourquoi? Quand on parle du climat des affaires, on parle des hommes d'affaires qui viennent faire les affaires ici, ce sont les travailleurs qui sont concernés. Voilà, je suis ministre de l'Emploi et du Travail. Ça, ce sont les points que moi-même, d'entrée de jeu dans le ministère, j'étais en train de préparer déjà. Et ça tombe à pic voir son Excellence venir avec une équipe très efficace et nous présenter ce projet. Je pense que dans quelques semaines, nous allons nous y pencher et il y aura de bons résultats. Nous sommes redevables
président de la République qui nous a fait confiance et nous allons faire de mieux pour que le travail se passe normalement. Ces efforts traduisent la volonté du gouvernement d'accompagner la vision du président de la République, attirer et assurer les capitaux, nationaux comme étrangers, et le ministre Ferdinand Massamba assure qu'il jouera pleinement sa partition dans cette dynamique. La problématique de l'amélioration du climat des affaires en RDC, le sujet était au centre d'une réunion de travail entre le ministre des Ressources hydrauliques et celui du Plan. C'est dans le cadre de la tournée institutionnelle initiée auprès des ministères stratégiques engagés dans cette réforme. Cette rencontre entre les deux ministres, Sakombi Molendo et Nyembo Guilin, respectivement des ressources hydrauliques et de l'électricité ainsi que du plan, a également vu la participation du coordonnateur de la cellule du climat des affaires de la présidence de la République, venu présenter les tableaux numériques des suivis et d'évaluation du climat des affaires, un outil de pilotage innovant destiné à assurer un suivi rigoureux des réformes attendues des ministères concernés. Les échanges ont porté sur les assignations spécifiques confiées au ministère des Ressources hydrauliques et de l'électricité dans le cadre de réformes prioritaires. Le ministre Aimé Sakombi Molendo a réaffirmé son engagement à mobiliser l'ensemble de ses équipes pour atteindre les objectifs fixés par le gouvernement en mettant l'accent sur la transparence, l'efficacité et la redevabilité. À l'issue de la réunion, le ministre du Plan a salué les efforts du ministère, qualifiant le ministre Sakombi Molendo de bon élève des réformes en référence des résultats probants obtenus dans les différents postes ministériels qu'il a occupés. Vous savez, c'est un sujet important pour notre pays. Nous avons besoin de grands investissements ici dans notre pays et donc le secteur privé est notre meilleur client aujourd'hui pour nous accompagner dans le développement de notre pays. Donc voilà pourquoi ce sujet est mis en avant et comme vous savez, il y a eu un remaniement du gouvernement de cette occasion pour revenir à tous les ministres réformateurs. Cette rencontre témoigne de la volonté du gouvernement de renforcer la coordination interinstitutionnelle et d'accélérer la mise en œuvre des réformes nécessaires à l'amélioration du climat des affaires, condition essentielle pour attirer les investissements et stimuler une croissance inclusive en RDC. Projet Agré, 400 jeunes seront formés au métier vert. L'initiative est de la Banque mondiale en collaboration avec le gouvernement. 3 mois de formation. Le ministère de l'Emploi et des Ressources hydrauliques était sur place à l'INPP pour lancer officiellement cette formation. Ils sont au nombre de 400. Ces jeunes qui ont réussi à se qualifier pour la formation professionnelle des jeunes au métier technique de l'électricité et de l'eau. Premièrement, je trouvais ça intéressant et puis j'ai voulu aussi me renforcer encore plus vu que j'ai déjà fait aux humanités des études techniques. Donc j'ai voulu aussi me renforcer à cause de ça. Cofinancé par le gouvernement et la Banque mondiale à travers le projet Agré, l'INPP est la structure qui va se charger de la formation de ces jeunes. À vous, chers jeunes bénéficiaires, vous êtes l'avenir de notre pays. Saisissez cette opportunité avec enthousiasme, discipline et ambition. Cette formation est bien plus qu'un apprentissage. C'est un tremplin vers l'autonomie, l'emploi et la réussite. Soyez audacieux, soyez inspirés, soyez des bâtisseurs de l'avenir. Un avantage considérable pour la République, le ministre de l'Emploi exhorte les sélectionnés à l'assiduité. Ce sillage que s'inscrit l'initiative que nous célébrons aujourd'hui, centrée sur le développement du capital humain dans les secteurs stratégiques de l'eau et l'électricité. Ce projet, porté par le gouvernement congolais avec l'appui de la Banque mondiale, vise non seulement à combler le déficit à main-d'œuvre qualifiée, mais également à promouvoir les emplois verts, socle de la transition énergétique et écologique. Une formation qui rentre dans plusieurs secteurs, ces jeunes hommes et femmes constitueront la réserve des entreprises publiques. Ce projet, dont une composante est dédiée au développement du capital humain, soutient donc la présente initiative. Cette formation d'une durée de 3 mois se déroulera en 2 phases. La première concernera 400 jeunes répartis comme suit: 150 à Kinshasa, 100 dans le Grand Katanga, 50 dans chacune des provinces du Congo central, du Kasaï central et du Kasaï oriental. Il faut rappeler que cette formation n'est que la première étape de ce projet soutenu par le président de la République.
Les défis sont énormes, mais la détermination est encore plus grande. C'est le message lancé par le ministre de l'Entrepreneuriat et Développement des PME, Justin Kalumba, au cours d'une importante réunion d'évaluation avec toute l'administration centrale et les structures sous tutelle de son ministère. Face aux responsables du secrétariat général, le ministre de Petites et Moyennes Entreprises a fixé les grandes orientations pour transformer ces secteurs en véritable moteur de création d'emplois conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'objectif de cette rencontre est d'optimiser le fonctionnement des services pour que l'écosystème entrepreneurial fonctionne de manière optimale. Même si le président dit, on a combien de PME au Congo? Mais qui doit répondre? C'est le ministre des PME. Mais il fait comment pour compter les PME qui sont à l'agriculture? Il faut la collaboration avec les ministres, ils doivent nous communiquer. S'il y a un projet qui commence dans un autre secteur, mais qui touche aux PME, il faut dire à ces gens, non, mais écoutez, le ministère central, c'est ici. Avec des mots clairs et un ton ferme, Justin Kalumba a rappelé la nécessité d'abandonner la théorie pour privilégier l'action concrète, renforcement des capacités, mise en place des systèmes transversales, organisation d'ateliers de formation et lancement du CONAPA, un programme phare pour lutter contre le chômage et stimuler l'esprit entrepreneurial dans toutes les provinces. Un engagement salué par la secrétaire générale, Madame Zadi Roukia Ramazani, qui a reconnu dans cette initiative une démarche visant à harmoniser des vies pour une administration plus efficace. Tour à tour, les responsables des structures se sont exprimés. Nous avons présenté l'administration telle qu'elle est, les difficultés, les acquis, mais il faut dire que c'est pas facile, c'est pas toujours facile, surtout en ce qui concerne l'environnement de travail, donc les infrastructures. Il s'y est de noter qu'une réunion d'évaluation d'ensemble avec toutes les structures sous sa tutelle sera organisée avant de soumettre les amendements et réformes nécessaires au Conseil des ministres en prévision des CONAPA. Lors de la conférence de presse tenue le 12 septembre dernier à Bandalungwa, le sénateur Norbert Basengezi Kantitima, chef de file de l'Alliance nationale pour le changement et l'émergence, a exposé ses propositions innovantes visant la réforme institutionnelle en République démocratique du Congo. Il préconise la nomination d'un gouverneur non originaire de la province afin d'assurer une gestion rigoureuse et impartiale. Je commence par présenter toute ma solidarité à la population de l'Est du pays. Nous croyons à Doha et nous croyons à l'accord de Washington pour que la paix arrive. Nous vivons donc une hypocrisie qui devrait faire un débat. L'article 14 concerne les femmes, parité hommes-femmes. Est-ce que c'est d'application? Parce que nul n'est censé ignorer la loi. Est-ce que cette loi de l'élection des gouverneurs ne peut pas aussi changer? Moi, j'opte pour les non-originaires et ce sont des lois qui existent qu'on pourrait accommoder aux années 80, aux années 70 et le pays était stable. Moi, je crois que si vous allez à la commission électorale aujourd'hui, le grand travail a été fait. Parce que cette commission électorale a des experts aujourd'hui recherchés au monde. Pour la loi électorale, il y a beaucoup de choses qu'on doit insérer. Électorale et non les seuils de recevabilité. C'était de l'aventure. Il y a également un autre point nouveau qu'on doit mettre, l'interdiction à un seul candidat de se présenter à plusieurs critères dans une même circonscription. Vous-même, vous êtes député national. Vous-même, vous êtes provincial. Vous-même, vous êtes municipal. Et votre femme et vos enfants sont vos suppléants. Et ceci ou cela. Il y a un aspect de moralité. Qu'on interdise ça, qu'on puisse compétir à un seul niveau. Et c'est là où le débat vient même pour les suppléants. On s'envole pour la province du Haut-Katanga. Vous êtes nombreux à nous suivre dans cette partie du pays. La salle Monseigneur Tarsis Chibangu de Linilou a servi de cadre ce vendredi à une cérémonie d'intronisation de nouveaux membres au sein de l'Académie congolaise des sciences.
Des éminents scientifiques de partout en RDC, de l'Afrique et dans le monde en préparent à cette grande cérémonie précédée par une matinée scientifique qui a porté sur la pollution environnementale et son impact sur la santé publique en République démocratique du Congo. Il s'agit d'une grande cérémonie officielle d'intronisation de nouveaux membres à l'Académie congolaise des sciences. 24 nouveaux académiciens, dont 9 de l'université de Lubumbashi, intègrent cette structure qui, depuis 2021, contribue au développement scientifique, technologique, social, culturel et économique à travers les développements durables des ressources humaines et celles naturelles du pays dans un contexte mondial marqué par l'accumulation rapide de connaissances. Des éminents scientifiques, des étoiles sont dans la salle Chibangu. Les professeurs Jean-Jacques Mouyembe, président de cette académie, Ndayuel, Kaumba Lufunda, Kilanga Musinde et Gilbert Kishiba Fitula. Le recteur de l'UNILU a, dans son mot d'accueil, salué à juste titre ces académiciens. À travers ce mouvement de votre déplacement ici se trouve l'acte de reconnaissance de la place de l'université de Lubumbashi comme un maillon imposant dans sa production scientifique, important du point de vue de l'histoire, de l'enseignement supérieur et universitaire, peut-on y ajouter recherche scientifique, innovation aujourd'hui. Le docteur Jean-Jacques Mouyembe a signifié aux nouveaux académiciens le rôle qui est désormais le leur dans la société. La cause a le devoir de combattre la corruption, quelle que soit la forme apparente ou inapparente. Il est à noter que lors de la matinée scientifique précédant cette intronisation, des questions liées à la pollution environnementale avec son impact sur la santé publique en RDC ont été traitées par différents experts. Des cadeaux symboliques ont été offerts par les recteurs de l'UNILU aux éminentes personnalités. Restons dans le Haut-Katanga où l'Institut supérieur des techniques appliquées de Lubumbashi a procédé à la double cérémonie de collation de grade académique et à la clôture officielle de l'année académique 2024-2025. L'ISTA Lubumbashi félicite tous les lauréats pour cette étape importante franchie avec succès. C'est au total 150 diplômés qui ont reçu les grades de bacheliers issus des différentes filières d'études organisées à l'ISTA Lubumbashi. Le grade d'ingénieur. À en croire le secrétaire général académique de l'ISTALU, le professeur docteur ingénieur Chengolu Tandoulou Michel, cette double cérémonie est organisée dans les délais impartis par l'autorité de tutelle, preuve que le calendrier académique a été scrupuleusement respecté. L'ISTA Lubumbashi a scrupuleusement respecté le calendrier académique émis par notre hiérarchie. Raison pour laquelle notre institution organise ce jour la cérémonie de collation des grades académiques dans le délai prescrit. Construire un meilleur cadre d'apprentissage, d'innovation, de créativité et de promotion de l'excellence demeure la vision de l'ISTALU, telle que rappelée par son directeur général, le professeur ordinaire docteur ingénieur Ngoïbiou Kaleza Bilez. La fin des grosses œuvres du bâtiment à côté de nous confirme bien que la migration vers le monde voulu est en voie de se concrétiser. Le conseil d'administration des instituts supérieurs techniques, artistiques et technologiques, représenté par son vice-président, a reconnu les efforts de modernisation consentis par le comité de gestion de l'ISTALU et l'a exhorté de poursuivre cet élan bâtisseur. C'était bien avant que le ministre provincial de l'éducation, représentant le gouverneur de province ad intérim, salue la qualité d'enseignement dispensé à l'ISTALU. Je vous prie de garder le même élan pour que cette institution rayonne encore davantage. Fidèle à sa tradition, l'ISTALU a octroyé le prix d'excellence Gabet pour les meilleures mémoires de fin de cycle, le prix d'excellence professeur émérite Kalengangoyi Mwana Pierre pour les meilleures mémoires de fin d'études et le prix d'excellence professeur émérite Chabou Mumba Île-de-France pour la meilleure œuvre de l'esprit technique. Tout ceci a précédé une visite guidée par les DG Bilez dans cette salle où étaient exposées différentes œuvres de l'esprit à la grande satisfaction des invités.
Fermé verbalement et sans aucun rapport d'enquête établi en avance, le centre hospitalier Séraphine Kiloubou a repris ses activités ce vendredi conformément aux instructions du secrétaire général à la santé. Dans une correspondance adressée au gouverneur de la ville de Kinshasa, à la suite d'une mission d'enquête effectuée sur le lieu, le secrétaire général à la santé a révélé que les centres hospitaliers Séraphine Kiloubou dispose de tous les documents légaux. Sur le plan technique, le centre hospitalier est conforme aux normes en vigueur. La morgue est installée au rez-de-chaussée avec une entrée indépendante à l'arrière. Les services hospitaliers, dont les laboratoires, bureaux de consultation et maternité, sont situés à l'étage, évitant toute promiscuité avec la morgue, mais également l'équipe est moderne et opérationnelle. Le personnel est qualifié et en règle. Au-dessus, au premier niveau, c'est l'hôpital même. Et au rez-de-chaussée, c'est la morgue. Et je vais ici dire que notre morgue est vraiment une morgue, je peux dire VIP, modernisée. Ici à Kinshasa, nous sommes que nous et Kanchach. À toute personne qui veut venir voir la réalité, il peut venir. Je vais dire à nos amis journalistes, quand on vous donne une information, il faut descendre ici terrain, vérifier si l'information donnée est juste. Sinon, vous êtes là pour nous et nous aussi nous sommes là pour vous les journalistes. Je pense que on se complète. Nous ici à Tchang, nous sommes en train de faire les œuvres sociales. Nous sommes en train de soutenir la vision du chef de l'État. Le chef de l'État a parlé de la gratuité de la maternité. C'est ce que nous avons fait. La fermeture était donc décidée sans base technique ou juridiquement solide et en contradiction totale avec les autorisations préalables accordées par les services provinciaux. Au Kwilu, la population se réjouit du lancement des activités de la fondation éponyme chère à l'un des cadres de l'ACB, Kennedy Kamulete. L'objectif majeur est de contribuer au développement local et au bien-être social. Cadre influent de l'Alliance des Congolais bâtisseurs, ACB en abrégé, Kennedy Kamulete a officiellement lancé le samedi sa fondation éponyme dans la commune de Dibaya-Louboué, territoire d'Idiofa. L'événement qui a rassemblé une foule nombreuse aujourd'hui actif dans la capitale congolaise, mais aussi une étape stratégique pour l'implantation du parti politique ACB de Guy Mafuta Munayala dans la région. À travers cette fondation, Kennedy Kamulete ambitionne de contribuer au développement local et au bien-être social de la population de sa région. Dans la foulée de ce lancement, il a annoncé la création prochaine de 2 centres de formation, l'un dédié à l'informatique et l'autre à la coupe et couture, permettront aux jeunes d'acquérir des compétences pratiques et de renforcer leur autonomie économique. Par ailleurs, Kennedy Kamulete entend profiter de cette dynamique pour imposer l'influence de l'ACB à Dibaya-Louboué et dans toute la province du Kwilu. Tenez, en passant, l'homme du peuple est passé également par l'hôpital paroisse Dibaya-Louboué où quelques actions philanthropiques ont été posées. Ceux qui restaient très longtemps par manque de moyens financiers, il a mis la main à la poche et les a donné une certaine bouffée d'oxygène. À l'hôpital secondaire d'Ibaya-Louboué, il y était également toujours dans cette même dynamique de pose des actes philanthropiques. Ainsi, ACB est bel et bien implanté dans le Kwilu et ça va vivre. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté ce vendredi la déclaration de New York, un texte visant à donner un nouveau souffle à la solution à 2 États au Proche-Orient, l'un israélien, l'autre palestinien, mais en excluant sans équivoque
Le Hamas, alors qu'Israël fustige depuis près de 2 ans l'incapacité de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité de l'ONU à condamner les attaques sans précédent du Hamas contre son territoire. Le 7 octobre 2023, le texte adopté par 142 voix pour, 10 contre et 12 abstentions condamne clairement le mouvement palestinien et réclame qu'il rende les armes. Et puis parlons littérature. À présent, vernissage du nouveau livre de Maître Willy Wenga, Ilumbe, intitulé Poursuite et mise en accusation des bénéficiaires des immunités et ou privilèges de poursuite en RDC. L'activité a eu lieu au centre CEPAS de Kinshasa à la satisfaction des participants dont les pratiquants du droit, les députés et sénateurs ainsi que plusieurs chercheurs. C'était une occasion unique pour les professionnels du droit, les officiels présents, les chercheurs, les étudiants et toute personne intéressée par les questions de gouvernance et de justice en RDC de découvrir et d'échanger autour de ces travaux scientifiques dont l'auteur est Maître Willy Wenga. En réponse, je tiens à rappeler qu'après une longue expérience de 27 ans de barreau ininterrompu, j'ai pensé qu'il était venu le temps de mettre à la disposition du grand public un outil pédagogique en des termes simples afin de permettre à tout le monde d'enlever de la tête l'idée d'impunité des hauts cadres et d'informer les uns et les autres de raison de la catégorisation de justiciables selon qu'on est ou non bénéficiaire de privilèges. Ces livres vernis ces jours abordent une thématique cruciale pour la consolidation de l'état de droit en RDC. L'auteur, Maître Willy Wenga, l'a intitulé « Poursuite et mise en accusation des bénéficiaires des immunités ou privilèges de poursuite en RDC, se basant sur les fondements, les procédures et tempéraments ». Le présent ouvrage n'est rien d'autre qu'un livre de poche susceptible d'orienter tout le monde sur le pourquoi des immunités et des privilèges, la procédure à suivre et quel peut être le tempérament au principe du préalable. Émus, les participants s'expriment. Au nom du barreau de Kinshasa-Gombe, à mon nom personnel, je félicite Maître Willy Wenga pour cet enrichissement. Ça tombe vraiment au bon moment pour que vraiment, à nous les praticiens, ça va vraiment être un guide vraiment qui va nous aider vraiment à nous en sortir. Une analyse juridique de plus dans cet ouvrage de Maître Willy Wenga, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Au moins 86 morts, dont 60 élèves et 8 rescapés. C'est le bilan provisoire d'un nouveau naufrage qui endeuille la République démocratique du Congo. Une embarcation motorisée a chaviré au confluent de la rivière Ntsolo et la grande rivière Baringa dans la province de l'Équateur. Incident à l'aéroport international de Njili, une panne d'électricité a perturbé l'atterrissage de l'avion présidentiel. On a fait le point dans ce journal avec une grande question: qui est le coupable? Pendant ce temps, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté ce vendredi la déclaration de New York, un texte visant à donner un nouveau souffle à la solution à 2 États au Proche-Orient, l'un israélien, l'autre palestinien, mais excluant sans équivoque le Hamas. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Toujours fidèle à son engagement pour l'amélioration des conditions de vie de ses administrés, le bourgmestre intermaire de la commune de Fungurume, l'honorable Aline Makano Chilombo, a effectué une descente sur terrain dans le village Kabulungu situé dans la concession des Tenke Fungurume Mining TFM. Elle était accompagnée du chef de quartier Mouelampande et escortée par monsieur Guy Mumba, représentant du département des sociales de TFM. Lors de cette visite, le bourgmestre Makano a constaté les réalités vécues par les habitants du village Kabulungu, notamment le manque criant d'eau potable,
une situation qui menace la santé publique. L'absence d'une voie d'accès au village, les habitants étant contraints d'emprunter un passage poussiéreux, rendant difficile l'accès à leur activité économique et sociale. Maintenant, wakati source rikauka, njo TFM atwekea hii. Maintenant TFM pala atwekea hii. Bantu beko bamingi. Atwene hii mai. Tena hii mai iku ya mubaya, iku ya malari mai. Mwene TFM pala arikuya kule mzungu anakuya nasema, hii mai aina yenu ya kunya. Tunasasa kama aina ya kunya munetwekea hiyo njuu ya nini? À l'écoute des doléances des villageois, Aline Makano a exprimé sa solidarité avec cette communauté trop longtemps marginalisée. Elle a promis de faire rapport à la gouverneure de province Fifi Masuka Saini via le ministère des Affaires foncières afin que ces dossiers soient pris en compte au niveau provincial. Elle a également annoncé des consultations prochaines avec les responsables de Tenke Fungurume Mining TFM en vue d'une solution durable, notamment sur l'aménagement du passage d'accès et la dotation en infrastructure d'eau potable. Vu que vous régulier chaque jour, je ne sais pas moi, des heures où vous ayez quand même de l'eau et de la pompe. Parce que même si on dit que la commune avait ma charge, il y a ma responsabilité, il y a ma sociale. Vous la comprenez, ça va demander toujours il est à vie à partenariat avec les familles. Pourquoi? Parce que vous condamnez. Tout fait que nous châtaillons mieux à quoi vous ferez. Cette descente marque une fois de plus le style de gouvernance de proximité de l'honorable Aline Makano Chilombo, tourné vers l'écoute, l'action et la recherche des solutions concrètes. Le village Kabulungu peut désormais espérer des changements réels avec le soutien des autorités et des partenaires minières comme TFM. Thank you.